Georges Besse abattu par plusieurs balles de revolver tirées par 2 jeunes femmes, Clément Velrenal. Les 2 femmes qui, selon les témoins, s'exprimaient en français, se sont alors... Les responsables politiques se précipitent sur les lieux. Le Premier ministre, Jacques Chirac, mais aussi Alain Madelin, le ministre de l'Industrie, ou encore Robert Pandreau, celui de la Sécurité publique. À travers Georges Besse, c'est l'État qui est attaqué. Je suis horrifié par l'assassinat bestial d'un homme d'une valeur exceptionnelle. Le parquet de Paris vient alors de se doter d'une nouvelle cellule antiterroriste. À sa tête, l'ancien magistrat Alain Marceau. Immédiatement, je me suis rendu sur place et j'ai fait les premières constatations avec les fonctionnaires de la brigade criminelle que je venais de saisir. Le crime venait de se commettre. Le corps de Georges Besse gisait avec les traces de balles ensanglantées. Donc j'ai fait les premières constatations. Ensuite, les fonctionnaires de la brigade criminelle ont procédé à tout leur travail habituel. Françoise Besse, son épouse, était chez elle au moment de l'assassinat. Ce sont des souvenirs si cruels, même avec tant d'années. On préparait le dîner à la maison, entre cuisine et salle à manger. Et on a entendu, je vais parler avec la naïveté que j'avais alors, des coups de pétard très 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 forts. Et puis on s'est rendu compte que non, qu'il y avait du bruit. Et on a compris en se mettant aux fenêtres que c'était lui qui était par terre. Voilà. Il y a des choses qui sont figées et qui sont très présentes dans ma tête, mais qui ne veulent pas en sortir. Au soir de l'assassinat, aucune revendication. Mais les soupçons se portent très vite sur Action Directe. Le groupuscule d'extrême gauche sème la terreur depuis le début des années 80. Des braquages de banques, des mitraillages de ministères, mais aussi le meurtre de 2 policiers et l'assassinat du général René Audran, abattu devant chez lui. Comme d'autres grands chefs d'entreprise, Georges Besse avait été mis en garde. Il pouvait être une cible pour les terroristes. Et il n'avait pas du tout changé son emploi du temps, qui était un emploi du temps très facile à repérer. Il partait toujours à la même heure, il rentrait souvent à la même heure, il faisait les mêmes gestes, les mêmes itinéraires. Et ça, quand on est une cible potentielle d'un acte terroriste, c'est toujours très dangereux. Il avait un peu dit, bon, si un jour on veut m'avoir, on m'aura, mais moi je veux être libre. Et parce qu'il pensait que tant de protection n'était même pas vraiment une garantie. Et qu'est-ce que vous pensiez de cette position à l'époque? J'avais un peu peur, mais c'était à lui de décider. Après avoir assassiné Georges Besse, les 2 femmes ont laissé leur signature. Un tract siglé Action Directe. Leurs revendications reprennent la logorée de l'extrême gauche. Dès le lendemain, un passant découvre au métro Raspail ce tract dactylographié. C'est bien Action Directe qui a assassiné Georges Besse. La signature Action Directe est presque une certitude, puisque des tracts portant cette en-tête ont été retrouvés tout près du lieu de l'attentat. Qui les étaient ces membres du noyau dur d'Action Directe? Le niveau zéro de la réflexion. On était véritablement en présence de radicaux de la violence, c'est-à-dire des gens qui ont choisi la violence extrême, et se raccrocher comment dirais-je, à ce qui était un peu tendance comme discours, le discours communiste combattant des années presque post-soviétiques, si je puis dire, la libération des peuples, etc., etc., un peu de tiers-mondisme dans tout ça. Georges Besse est PDG de la principale entreprise phare française à l'étranger, Renault, qui à l'époque, il y a beaucoup de licenciements, etc. et tout, donc pour une stratégie anti-impérialiste d'un groupe comme Action Directe, c'est une cible normale. On les connaissait mal, on les avait quittés, ils étaient agitateurs de rue, j'allais dire. Et là, on les retrouvait finalement à la tête d'une organisation criminelle notoire. Aucun doute, les 2 suspects
s'appellent Joël Aubron et Nathalie Ménigon. Avec leurs complices Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani, elles forment le noyau dur d'Action Directe et sont connues des services de police depuis des années. Pour les retrouver, des avis de recherche sont placardés dans tout le pays. Nous sommes en face de gens qui ont un comportement qui relève davantage de la psychopathie que d'autre chose. Et nous ne pouvons pas lutter contre eux avec des méthodes ordinaires. Ces méthodes sans précédent finissent par porter leurs fruits 3 mois après l'assassinat. Une information parvient aux enquêteurs. 4 personnes suspectes louent une ferme dans le Loiret. C'est la personne qui louait cette ferme aux gens d'Action Directe, mais il a été intrigué par cette présence et par le comportement de ces gens. Mais c'est oublié qu'en France, lorsque des gens ont un comportement un peu décalé par rapport aux habitants d'un village, ils sont aussitôt repérés. C'est vrai qu'ils avaient changé de profil et en réalité, on aura la certitude que ce sont eux lorsqu'on sera dans la maison. Les 4 terroristes sont cueillis dans leur quotidien, à l'heure du dîner. Rouillant s'est précipité dans une petite mezzanine pour récupérer un fusil mitrailleur. Il y a eu une rafale qui a été tirée à l'arrière de Rouillant. Ça a décroché un petit bout de béton qui lui est rentré dans la fesse. Et donc je lui ai dit, écoutez, vous le grand internationaliste, vous n'avez pas parce que vous êtes blessé dans les fesses que vous allez nous embêter. Alors donc ça suffit maintenant. Ça a d'ailleurs un peu troublé nos relations par la suite. Donc ils étaient là, ils savaient que bon, le périple était fini. À l'intérieur, la police retrouve la panoplie du terroriste. Des explosifs, des armes, de la documentation révolutionnaire et surtout des morceaux de la serviette de Georges Besse qu'ils avaient emportés au moment du meurtre. Au premier étage, sous les combles, une cache aménagée pour enfermer une prochaine victime. Pour se fondre dans leur village du Loiret, les terroristes se faisaient passer pour des chercheurs belges et ils entretenaient leurs relations avec le voisinage. C'était des gens très très bien. Elle qui était bien, moi je connais qu'elle. Elle, comment s'appelait-elle? Nadine. Vous savez qu'en réalité c'est Nathalie? Bah oui, mais moi c'était Nadine. Elle a toujours été donnée pour le nom de Nadine. Ils étaient pas du tout cachés. Ils vivaient pratiquement comme, je dirais, des gens simples. Ils s'étaient installés dans une petite vie bourgeoise rurale, j'allais dire. Ils discutaient avec le garde champêtre, avec le maire, avec tous les moyens qui avaient été mis. Ils étaient à 120 km de Paris. Ils faisaient des allers-retours. Et puis, il n'y avait personne pour les trouver. Ça, c'est vraiment, encore aujourd'hui, une énigme. Le procès d'Action Directe s'ouvre 2 ans plus tard. 2 ans que Madame Georges Besse attendait ce face-à-face de 6 jours avec les 4 présumés coupables du meurtre de son époux. Mais au 3e jour de l'audience, les accusés refusent de quitter leur cellule. Le procès se termine sans eux. Joël Aubron, Nathalie Ménigon, Georges Cipriani et Jean-Marc Rouillant, tous sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Pas de vraie recette, mais un patron discret, tenace, pragmatique. Moi, pour circuler dans Paris, j'ai une Renault 5, toute simple, comme ça. Et elle est très agréable parce que ça permet de rouler comme on veut. Petite note personnelle, parce qu'il venait d'apprendre qu'il serait grand-père, donc il était enchanté de voir tellement d'enfants rieurs à qui il donnait des explications.
Quel sentiment ça vous inspire de revoir toutes ces photos? C'est même pas une nostalgie, je dirais, c'est, comment dire, une fierté un peu triste, mais c'était des moments exaltants. Georges Besse n'était pas seulement le nouveau patron de la Régie Renault. Il était surtout l'un des pères du nucléaire français. Brillant élève de l'école polytechnique, il entame sa carrière au commissariat à l'énergie atomique en 1955. Mis ici devant vous un combustible gaz graphite qui est composé d'une cartouche qui est ici, n'est-ce pas, que l'uranium se trouve à l'intérieur d'une gaine en magnésium et le tout se trouve dans une chemise de graphite. Il contribue ainsi à l'élaboration de la première bombe nucléaire française. Elle est baptisée Gerboise bleue et explose dans le désert algérien le 13 février 1960. Le Premier ministre, M. Georges Pompidou, avait dû revêtir la blouse blanche des techniciens. Le combustible utilisé pour la bombe nucléaire a été fabriqué sur ce site militaire. Georges Besse s'y trouve ce jour-là. C'est lui qui l'a construit, à Pierrelatte, dans la Drôme. À l'époque, l'uranium est le combustible du futur. Et les spécialistes ont la folie des grandeurs. S'il n'y a aujourd'hui que 6 centrales nucléaires en service en France, à partir de 1975, les choses vont s'accélérer avec la mise en service de Fessenheim en Alsace. Pour se passer du pétrole en France, il faudra construire, tenez-vous bien, 900 centrales nucléaires. C'est vertigineux. Les besoins en uranium semblent illimités. Alors la France se lance, en 1973, dans la construction d'une nouvelle usine, la plus grande usine d'enrichissement au monde. Son nom, Eurodif, et à sa tête, Georges Besse. Aux côtés de la France dans cette aventure, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Iran va aussi prendre part à la construction de cette usine. À cette époque, les relations entre Paris et Téhéran sont au beau fixe. Le Shah d'Iran, l'empereur du pays, est reçu en grande pompe par Valéry Giscard d'Estaing. Et le président français sait recevoir ses invités. Sire, je suis particulièrement heureux de souhaiter à votre Majesté impériale la plus cordiale des bienvenues. Je me félicite enfin de saluer très respectueusement à vos côtés Sa Majesté l'impératrice, dont le charme, la générosité et le sourire occupent une place privilégiée dans le cœur des Français. Une profonde affinité de cœur et d'esprit a toujours existé entre nos deux peuples. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est en toute bonne foi que M. Giscard d'Estaing a pu conclure avec le Shah d'Iran, qui était quelqu'un de très fréquentable et très bien fréquenté par tout l'Occident. Et les deux hommes se plaisent. Bon, ils ont ce style un peu nouveau, moderne. Il y a un phénomène de mutuelle séduction qui agit, et le Shah d'Iran, à cette époque-là, a une idée fixe, c'est de faire accéder l'Iran au rang de puissance nucléaire. Pour que l'Iran devienne une puissance nucléaire, le Shah convoque un scientifique de son pays. Le voici, il s'appelle Akbar Etmad. Lors de leur entretien, l'empereur parle uniquement de nucléaire civil. Mais Akbar Etmad a une autre question à lui poser. Dites-moi, est-ce que l'option nucléaire militaire peut être envisagée? Il a dit, pourquoi pas? J'ai compris que ma mission était de faire développer toutes les technologies et les moyens nécessaires en Iran pour qu'on soit prêt, un jour, si on demande la bombe nucléaire, qu'on soit prêt pour le livrer. Pour être prêt à avoir la bombe nucléaire, l'Iran veut accéder au savoir-faire français et à l'uranium d'Eurodif. En décembre 1974,
Jacques Chirac est en voyage à Téhéran. Les Iraniens lui proposent un prêt d'$1 milliard pour la construction de l'usine de Rodif. J'ai dit que je propose que l'Iran devienne membre de Rodif. Monsieur Chirac, au début, il a un peu sauté. Il ne s'attendait pas à ça. Je suis allé voir le Shah, j'ai dit, je veux $1 milliard. Il a dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, moi je sais qu'ils ont des difficultés. Moi je vais prêter de l'argent au commissaire à l'énergie atomique. Alors il a dit, allez-y, faites ce que vous voulez. L'accord entre les deux pays est donc conclu. Désormais, leurs destins nucléaires sont liés, sans retour en arrière possible. L'Iran devient actionnaire de Rodif et aura droit à 10% de l'uranium produit sur le site. Et tout le monde savait qu'à l'époque, on savait ce que ça voulait dire, enrichir de l'uranium, hein, et ça voulait dire fabriquer la bombe. Grâce aux milliards iraniens, Georges Besse peut construire la plus grande usine d'enrichissement au monde. Le gouvernement français en est si fier qu'il l'inaugure en direct à la télévision. Ce paysage, c'est celui du site de Tricastin où nous nous trouvons aujourd'hui pour une édition spéciale en compagnie du Premier ministre, M. Raymond Barre. Monsieur le Premier ministre, voilà l'un des instruments de notre indépendance. C'est un instrument de notre indépendance, c'est un instrument de notre développement. Je crois que ces deux points doivent être très clairs. C'est un instrument de notre indépendance parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous aurons besoin d'uranium enrichi, il vaut mieux que nous le fassions nous-mêmes. Et mieux encore, il vaut mieux que nous le fassions en coopération et que nous puissions le vendre. Pendant que l'usine de Georges Besse commence à enrichir de l'uranium, en Iran, l'histoire est en marche. En 1979, l'empereur est renversé. L'ayatollah Khomeini arrive au pouvoir. À l'époque, c'était des gens qui étaient des révolutionnaires et donc ils n'étaient pas fréquentables du tout. Impressionnante image que de voir ce vieil homme de 78 ans descendre après 15 années d'absence la passerelle de l'avion qui le ramenait en Iran. Et donc ça changeait par rapport à la période précédente qui avait été au contraire d'un rapprochement avec l'Iran. C'est une révolution. Elle va s'avérer très préoccupante pour l'Occident. Je ne pense pas être en mesure de trouver les mots pour vous décrire le spectacle auquel je viens d'assister. Et des dizaines, des centaines d'Iraniens devenus complètement fous, s'y agrippant, essayant de l'arrêter. L'ayatollah Khomeini annonce la création de la première république islamique d'Iran. Face à ce séisme, la France gèle le remboursement du milliard et surtout cesse les livraisons d'uranium. C'était toujours la hantise, c'était ils vont avoir la bombe atomique. Non, alors qu'est-ce que ça va devenir? Non seulement la France ne livre plus d'uranium à l'Iran, mais en plus, elle livre des armes à son principal ennemi, l'Irak. En 1980, la guerre éclate entre Téhéran et Bagdad. Paris se range du côté de Saddam Hussein contre l'ayatollah Khomeini. Effectivement, on leur vendait des avions, mais on leur donnait en même temps, on faisait la formation des pilotes, et en même temps, on leur prêtait de l'argent pour nous acheter des avions. Les Iraniens n'oublient pas ça. Nous avons perdu 700 000 personnes dans une guerre inutile, ridicule, par un dictateur que l'Occident a admis après que c'est un dictateur. Ben, vous savez, ça ne s'oublie pas. Les pays occidentaux vont payer ça, je vous dis. Un jour, ils vont payer ça. Entre la France et l'Iran, la rupture est consommée. Pour se venger, les Iraniens vont avoir recours au terrorisme d'État. L'Iran entretient des liens étroits avec certains groupes au Liban et en fait sa base arrière. « 15 heures après leur enlèvement, on est toujours sans nouvelles des 3 Français qui ont été enlevés ce matin à Beyrouth. » C'est le début des kidnappings de ressortissants français au Liban. Jean-Paul Kaufmann, Michel Seurat, Marcel Fontaine, la France découvre le visage de ses otages.
À Paris, les habitants vivent désormais au rythme des attentats. Il est environ 17h30 quand une première explosion se produit dans le premier sous-sol des Galeries Lafayette. Le magasin est bondé. Au sous-sol, il y a une vingtaine de blessés, dont 6 gravement brûlés. L'explosion d'une bombe de fabrication artisanale, semble-t-il, s'est produite vers 19h30 au sous-sol de cette grande librairie du quartier latin. Troisième sous-sol au Forum des Halles dans le magasin de la Fnac Sport. Il est 18h à peine quand une violente explosion retentit. Un attentat vient tout juste de se produire dans une galerie commerçante des Champs-Élysées. Il y aurait un mort et 22 blessés, dont 11 graves. L'Iran nous a fait passer des messages réguliers par les prises d'otages de journalistes, notamment au Liban, et puis après par la campagne d'attentats, qui était une campagne de bombes ciblées qui allait crescendo des Galeries Lafayette en fin 85 jusqu'à la rue de Rennes en 86. L'Iran maintient la France sous pression. Au Liban, une équipe d'Antenne 2 est enlevée à son tour. Leur voiture est stoppée par un commando à Beyrouth. 2 jeunes hommes armés montent dans le véhicule et contraignent le chauffeur à les suivre. Il s'agit, à travers ces enlèvements et les conditions posées, d'exercer un chantage sur la politique de notre pays au Moyen-Orient, sur l'action du président de la République et sur celle du gouvernement. Les ravisseurs doivent savoir que nous n'y céderons pas. Derrière le discours martial, la France négocie en coulisses la libération de ses otages. Au cœur des discussions, Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Nous sommes passés assez près d'une solution, il y a quelques semaines, et puis les revendications des ravisseurs se sont de nouveau transformées et nous avons dû reprendre la discussion, revenir presque au point de départ. Si les négociations piétinent, c'est parce que nous sommes en pleine campagne pour les législatives de 86. Une libération d'otages, c'est toujours bon pour l'image d'un responsable politique. Et Jacques Chirac n'a aucune envie que ses adversaires en profitent. Alors pendant que les socialistes négocient avec les Iraniens, lui discute en sous-main. Nous subissions la concurrence de nos adversaires, de politique intérieure, pour s'emparer de l'affaire en disant, vous allez voir, c'était très machiavélique, de toute façon, ne les donnez pas aux socialistes, ils vont être battus par nous. L'information s'ébruite, Jacques Chirac conteste, avec l'aplomb des grands fauves politiques. Je voudrais dire, d'une part, que j'apporte, bien entendu, le démenti le plus catégorique, le plus formel à de telles insinuations, et que je mets quiconque au défi d'apporter le moindre début d'ombre de preuve. Parce que c'est absurde, naturellement. Absurde. Ça a été d'un cynisme total. Pour gagner les élections, on n'a pas hésité à sacrifier 4 personnes. dont, une fois encore, l'un est mort. Ça ne vous surprend pas, mais... Ah ben, connaissant Chirac, non, ça ne me surprend pas. Ou Pasqua, d'ailleurs. De reste, M. Pasqua est mort, donc paix à ses cendres. Mais Pasqua me disait toujours d'un petit air goguenard, mais non, c'est vos services qui ont inventé ça, on n'a pas fait de surenchère ni rien. Et puis de temps en temps, il faisait un signe comme ça pour dire, bon, c'est un secret, voilà. Il n'y avait pas de volonté de faire échouer cette négociation sur les otages. Au contraire, je pense qu'il y avait une volonté de dire « Regardez, moi je les ai fait libérer grâce à mes intermédiaires, et ça veut dire que, puisque je suis capable de faire ça, je dois être capable de diriger la France quelques mois plus tard. » Et Jacques Chirac succède effectivement à Laurent Fabius à Matignon. Il doit maintenant tenir les promesses faites à l'Iran. Première marque d'accalmie, une délégation iranienne est officiellement reçue à Paris. Puis le gouvernement expulse un réfugié politique iranien. Massoud Rajavi, en guerre contre les ayatollahs, n'est plus le bienvenu en France. La France, terre d'asile, comme chacun sait, se doit de faire respecter la neutralité qui s'impose à ceux auxquels elle donne asile dans le domaine des relations internationales. Retour d'ascenseur 2 semaines plus tard.
Deux des otages d'Antenne 2, Philippe Rochaud et Georges Janssen, sont libérés. Comment ça va, vieux? Tu veux pas savoir. C'est heureux, Georges? Ah, tu penses? Je suis sûr, oui. Les relations franco-iraniennes s'apaisent, mais pour un temps seulement. Car la France n'a toujours pas livré le précieux uranium à l'Iran. À mort, la femme de ménage du bureau de poste. C'est elle qui a pris le paquet suspect avant qu'il n'explose. Sans que les Français ne comprennent vraiment pourquoi, les attentats reprennent de plus belle. Champs-Élysées, 17h30. L'engin avait été dissimulé dans un bouquet de fleurs. 17h25, le magasin Tati, rue de Rennes. Mercredi après-midi, jour de congé des enfants. Ces attentats sont revendiqués par un groupe, le CSPPA, derrière lequel se cachent les FARL, les Forces armées révolutionnaires libanaises. Des terroristes d'extrême gauche, menés par cet homme, Georges Ibrahim Abdallah, et téléguidés par l'Iran. Il existe à l'époque une internationale terroriste d'extrême gauche. Les membres d'Action Directe qui ont assassiné Georges Besse sont en lien avec d'autres groupes terroristes à l'étranger. Les policiers ont le sentiment que les clandestins sont décidément insaisissables. Et ce qu'ils redoutaient est annoncé au grand jour. Le mariage entre les Français d'Action Directe et les Allemands de la fraction Armée Rouge. Mais aussi les Belges, des cellules communistes combattantes, les CCC. Au-delà de l'Europe, Action Directe a aussi des contacts au Moyen-Orient. Leurs liens avec les FARL sont incontestables. La presse de l'époque évoque par exemple les actions qu'ils ont menées ensemble, des attentats communs à Action Directe et aux fractions armées révolutionnaires libanaises. Les FARL et Action Directe étaient en contact, ont été en contact. Action Directe distribue des tracts à la place des gens des FARL pour revendiquer l'assassinat par les FARL d'un ambassadeur. Ça peut aussi être tout simplement 2 personnes des FARL, 3 personnes des FARL ont besoin de loger à Paris, on les loge, ont besoin d'une bagnole pour aller autre part en France, on leur prête une voiture, ou on en vole une pour eux, etc. etc. quoi. Je veux dire, bon, ça c'est de la logistique. D'après les rapports de police de l'époque que j'ai pu consulter, ils faisaient état de ces liens dans les rapports généraux. Ça se faisait d'une manière intermittente, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y avait pas des contacts clandestins qui n'avaient pas été repérés. Jacques Chirac est arrivé à New York protégé par des mesures de sécurité renforcées, par exemple à bord d'une limousine blindée. Après un passage à son hôtel, il rejoint à pied les Nations Unies. Après cette nouvelle série d'attentats, à la tribune de l'ONU, le Premier ministre dénonce le terrorisme d'État, mais sans jamais mentionner l'Iran. La montée de l'intolérance et du fanatisme, la complicité d'États qui acceptent de fermer les yeux sur les activités d'organisations terroristes ou n'hésitent pas à les utiliser à leur profit quand ils ne les encouragent pas. Derrière la fermeté du discours, en coulisses, la France commence à rembourser sa dette à l'Iran. Le 17 novembre, Paris verse un premier acompte de 330 millions de dollars, mais toujours pas d'uranium. Le même jour, Action Directe assassine Georges Besse, symbole du nucléaire français. L'assassinat de Georges Besse, en plus père du programme nucléaire français, servait et se justifiait par une réaction de colère, sûrement d'hostilité des Iraniens, et par ailleurs ça ne servait que les intérêts de l'Iran. Il n'y a pas d'autre pays qui avait intérêt à l'assassinat de Georges Besse. C'est clair. C'est tout ce que je peux dire. Avant Georges Besse, Action Directe avait assassiné un autre représentant de l'État, le général René Audran. C'est lui qui était chargé des ventes d'armes de la France à l'Irak, lors de sa guerre contre l'Iran justement. Le groupe Action Directe a-t-il été influencé par les FARL pour assassiner Georges Besse? Je ne pense pas qu'il y a eu un officier des services de renseignement iranien qui a pris contact avec Nathalie Ménigon, Rouillant et compagnie, et puis qui leur a donné des instructions logistiques, qui a couvert l'opération, etc. Ça n'existe pas, ça, à ma connaissance. Mais que
on ait suggéré à ce groupe un certain nombre de cibles, c'est possible. Est-ce qu'il est possible qu'Action Directe ait été manipulée sans le savoir? Oui, c'est tout à fait possible. Dans ce genre de négociations, les intermédiaires sont souvent nombreux, peuvent être relativement discrets, mais c'est très facile, dès lors que vous avez de l'argent, de manipuler quelqu'un par un certain nombre d'intermédiaires. Les FARL ont pu aussi manipuler les gens d'Action Directe, et voilà comment certaines choses ont pu arriver, ont pu exister. Même les gens d'Action Directe ne s'en sont pas forcément aperçus, ou alors, s'ils s'en sont aperçus, ils s'en sont pas vantés. Voilà, ça c'est sûr. Il n'existe aucune preuve matérielle de manipulation. Mais une chose est sûre, sous la pression des attentats, la France finit par céder à l'Iran. Nous sommes le 5 mai 1988. À la veille du second tour de la présidentielle entre François Mitterrand et Jacques Chirac, les derniers otages français détenus au Liban sont libérés. Il n'existe aucune trace écrite d'engagement qu'aurait pu prendre l'équipe Chirac au cours des négociations sur la libération des 3 derniers otages au Liban. Jacques Chirac et Charles Pasqua les accueillent à l'aéroport. Ils en tirent tout le bénéfice politique. Mais le Premier ministre se défend d'avoir promis des contreparties à l'Iran. Je ne veux pas chercher à connaître les motivations de ceux qui, chez nous ou ailleurs, en viendraient à propager telle ou telle allégation. J'affirme simplement que tout au long de cette si douloureuse affaire, le gouvernement, avec persévérance, n'a cessé d'agir dans la dignité et dans l'honneur. Personne ne peut le contester. En fait, lors des négociations avec les Iraniens, Jacques Chirac a fini par leur promettre ce qu'il revendiquait depuis des années. La livraison d'uranium. Nous sommes dans l'entre-deux-tours de la présidentielle et une élection à l'Élysée vaut bien quelques compromis. Cette promesse s'est même révélée le lendemain de la libération des otages. L'agence France Presse confirme que Paris a garanti des livraisons d'uranium enrichi à l'Iran. Matignon ne dément pas cette information. Mais à 2 jours du vote, elle passe totalement inaperçue. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette décision, je la trouve imprudente. Mais c'est pas la première fois que Jacques Chirac prenait des décisions un peu à l'emporte-pièce, comme ça, puis il en mesurait les conséquences après. C'est une déclaration totalement irresponsable. Promettre à l'Iran qu'il pourra avoir la bombe atomique, car en fait ça revenait à ça, et c'est tout de même très grave. Je dirais pas qu'on cède aux revendications de l'Iran. Je veux dire qu'on a tellement malmené l'Iran qu'on s'en rend compte et qu'on se dit, bon, il est temps de régler un contentieux. L'Iran est un grand pays, on s'est complètement trompé avec lui, on s'est fait prendre les mains dans le tiroir, il faut arrêter tout ça. Oui, d'une certaine manière, l'Iran souhaitait sans doute non seulement le remboursement, mais aussi la livraison des matières. Le suspense, les points d'interrogation, -3. Attention, top! François Mitterrand, réélu président de la République. La libération des otages n'y aura donc rien changé. Jacques Chirac perd la présidentielle de 88. Michel Rocard prend la tête du nouveau gouvernement et poursuit les promesses de la droite faites à l'Iran. Quelles que soient les conditions de négociation, la parole de la France sera tenue. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a, sur ma proposition et sur la décision de Monsieur le Président de la République, reçu aujourd'hui instruction de rétablir les relations diplomatiques avec la République d'Iran. La gauche a poursuivi des négociations pour normaliser la situation, les relations plus exactement avec l'Iran. Donc droite et gauche ont toutes les deux mis les mains dans le même pot de confiture.
Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères et le numéro 2 du Quai d'Orsay, François Cher, ont signé cet après-midi à Téhéran un accord qui règle définitivement en principe le contentieux financier qui opposait la France et l'Iran, un contentieux vieux de 12 ans. Les sourires de messieurs Velayati et Dumas étaient engageants. Mardi soir, l'affaire semblait ficelée avec le règlement du problème. Après des mois de négociations, les Iraniens retrouvent le sourire. Paris leur rembourse plus d'1 milliard de dollars et surtout, l'Iran redevient actionnaire d'Eurodif. En revanche, plus question de leur livrer de l'uranium. En tout cas officiellement, car le contenu complet de l'accord est resté secret. Pourquoi cet accord est resté secret? Pourquoi? Je ne sais pas, c'est peut-être nous qui avons dit il vaut mieux que ce soit, tant qu'on n'a pas l'accord signé, il vaut mieux laisser ça secret. Peut-être comme ça, vous savez, des bannis de diplomates. À ce jour, Téhéran est toujours actionnaire d'Eurodif. L'Iran n'arrêtera jamais de construire la bombe atomique et l'Iran aura la bombe atomique. L'a déjà probablement. L'a probablement déjà, mais pourquoi se doterait-il de missiles balistiques intercontinentaux? C'est pas pour transporter des cajots de légumes. Bon. Bien loin de ces considérations, les membres d'Action Directe, Nathalie Ménigon et Georges Cipriani, sont aujourd'hui sortis de prison après plus de 20 ans derrière les barreaux. Joëlle Aubron est morte d'un cancer en 2006. Jean-Marc Rouillant, lui, n'en a pas fini avec la justice. En mai dernier, il était condamné à 18 mois de prison. Après les attentats du Bataclan, il avait qualifié les terroristes de courageux. Depuis le 5 mars 1988, l'usine Eurodif du Tricastin porte le nom de son fondateur, Georges Besse.